Salut, c'est Pauline de Lina. Vous êtes prêts ? On remonte le temps, en douceur, c'est promis. Bienvenue dans Madeleine, la plateforme de streaming où l'on appuie sur pause. Films, documentaires, pièces de théâtre, confidences sur le divan et des séries bien sûr, qui franchement n'ont pas pris une ride. Parker Lewis, le roi du cool et des chemises improbables. Drôle de dame, version 70s, elles étaient trois, elles étaient belles, mais surtout très intelligentes. Je vous ai dit qu'on riait ? Le Père Noël est une ordure, une façon de réviser vos classiques, en famille bien sûr. Madeleine, c'est aussi des pièces de la comédie française. Je vous en souffle une, La Reine des Neiges, l'histoire oubliée. Côté patrimoine restauré, beaucoup de raretés qui brillent comme jamais. I Love Quincy Jones, un documentaire de 1981, jamais diffusé en intégralité. Le célèbre producteur de musique est entouré de Michael Jackson, Stevie Wonder, Ray Charles et Sidney Poitier. Tout ça pour 2,99€ par mois, sans engagement sur tous vos écrans. Alors, vous venez ? À très vite sur madeleine.ina.fr. Ina Podcast vous propose La légende des chevaliers de la table ronde, autrement intitulé Le grand livre des aventures de Bretagne, une fiction de 33 épisodes de Romain Weingarten, réalisé par Georges Godbert. La légende arthurienne, on l'a vu, regorge de magie et de merveilleux. Elle est peuplée de magiciens et de fées. Merlin, le plus grand enchanteur de tous les temps selon la légende, est le premier à pratiquer les sortilèges et l'art de la transformation, toujours dans le but de protéger le royaume légitime de Bretagne. Son amante, la fée Viviane, à qui il a enseigné son art, se montre une disciple accomplie, allant jusqu'à attraper Merlin lui-même. Par un astucieux tour de magie, elle referme sur lui le piège de l'amour et le ramène prisonnier en sa demeure du lac. Bénéfiques ou malicieux, ces personnages extraordinaires éprouvent les héros, les épaules ou les pièges. Le magicien Brandus s'avère ainsi un dangereux adversaire pour Lancelot. Le combat devient inégal lorsque le magicien se démultiplie à loisir. Lancelot n'a d'autre choix que d'utiliser l'anneau magique de Viviane pour annuler le sortilège. Mais la plus pernicieuse reste très certainement la demi-sœur du roi Arthur, la fée Morgane, fille d'Igerne et du duc de Cornouailles. La fée Morgane a en réalité évolué au fil des récits. De fée bienfaisante, elle est devenue progressivement une sorcière maléfique. Morgane apparaît pour la première fois dans l'ouvrage de Geoffroy de Monmouth, Vie de Merlin, rédigé vers 1150. Elle y est alors représentée comme une fée guérisseuse et bénéfique, régnant avec ses 8 sœurs, toutes enchanteresses, sur l'île d'Avalon. Elle est capable de voler sous la forme d'un oiseau. C'est elle qui recueille Arthur, blessé après la bataille de Camlann, pour le soigner. Chrétien de Troyes la présente lui aussi comme une princesse généreuse, guérisseuse et habile. Séduit par sa beauté, Merlin l'accepte un temps pour élève et lui apprend la nigromance, c'est-à-dire la magie. Dès lors, Morgane utilise ses pouvoirs pour séduire et tromper les hommes, car mariée au roi Urien dont elle a un fils Yvain, qui deviendra le chevalier au lion, elle est infidèle à son époux et vit librement avec ses amants. En représailles d'une déception amoureuse, elle crée le Val sans retour dans la forêt de Brocéliande pour y enfermer les chevaliers infidèles en amour. Détournant la magie et usant de ses pouvoirs pour faire le mal, la fée Morgane est devenue une adversaire redoutable du roi Arthur, de Guenièvre et des chevaliers de la table ronde. Mais rendons la parole à Maître Blaise et retournons auprès des deux Guenièvres tenter de démêler le vrai du faux. Le grand livre des aventures de Bretagne ou le livre de Maître Blaise. Série d'émissions de Romain Weingarten, d'après la légende des chevaliers de la table ronde. Musique originale de Georges Delerue. Équipe de réalisation, Didier Gervais, Claude Courteau, Monique Vignier, Maryvonne Noël
et Georges Godbert, avec dans les rôles principaux Pierre Vanek, le roi Arthur, Evelyne Dandry, la reine Guenièvre, Catherine Salvia de la Comédie Française Morgane, Françoise Bette Viviane, Gérard Giroudon Merlin et Bernard Giraudot Lancelot du Lac. Aujourd'hui, 15e émission, Le devoir d'une reine. Lorsque le roi Arthur eut mis le siège devant la joyeuse garde, il somma les chevaliers d'avoir à lui livrer la reine et de faire leur soumission. Ils répondirent que jamais ils ne libéreraient la reine et qu'ils se considéraient comme déliés de leur serment d'allégeance tant que le roi persisterait dans sa folie. Pour si fort que l'aveuglât son amour pour la fausse reine, le roi hésitait à livrer bataille. Tant parce que la place était bien gardée que parce qu'il y avait là Quay, le sénéchal, Gauvin, le connétable, et tous les compagnons de la première heure qui, tant de fois, avaient versé leur sang pour lui. Il allait enfin s'y décider, lorsque, fidèles à leurs paroles, arrivèrent Galehaut et Lancelot. Ils n'étaient point venus privément, mais à la tête d'une puissante armée, ayant été prévenus par Lionel que Madame Viviane leur avait envoyé des dangers qui menaçaient la reine. Lorsque ceux de la joyeuse garde virent au loin les bannières de Galehaut, ils ne surent d'abord que penser. Si Galehaut rejoint le roi, Gauvin, nous sommes perdus. Oui. Sire Quay, à Dieu ne plaise que tant de bons chevaliers trouvent la mort à cause de moi. J'irai me livrer au roi. Dame, il faut que vous ayez bien peu d'estime pour nous si vous pensez que nous accepterons un tel marché. Il faut parler à Galehaut. Il doit y avoir un moyen de se glisser de nuit entre les lignes d'Arthur. Oh, regardez. C'était une colombe qui voltait autour d'eux. Ayant fait plusieurs tours, elle se posa enfin sur la main de la reine. Alors ils virent qu'elle portait une bague, et l'ayant défaite, ils y trouvèrent un message. De la part de Galehaut. Ne craignez pas, je sais tout. Le noir chevalier m'accompagne. Nous venons vous prêter main forte, la colombe me rapportera votre message. Dame, vous êtes sauvée! Maintenant, dites ce que vous voulez, car le roi est à votre merci. Gauvin, j'ai défendu la reine, mais je ne porterai pas la main sur le roi. Vous ne le ferez pas. Que Galehaut demande au roi seulement de lever le siège. Alors, nous aviserons. C'est parler sagement, mais que je sois maudit si je laisse échapper Morgane et sa créature. Le noir chevalier, n'est-ce point le vainqueur de Galore? Assurément, dame, nous allons le connaître enfin. Je m'en réjouis. Certes, elle se réjouissait, et plus encore que monseigneur Gauvin ne pouvait l'imaginer. Ils écrivirent le message, la colombe repartit, et revint vers Galehaut qui, lisant le message, fut déçu. Ami, ce serait une folie de laisser le roi s'échapper. Peu m'importe la vie des chevaliers de l'ogre. Si vous m'en croyez, dès demain nous attaquerons. Je ne doute pas que la reine ait approuvé ce message. Elle ne me pardonnerait pas de passer outre. Ah, Lancelot, où avez-vous appris à vous faire du tort à vous-même? Mais que ne me laissiez-vous faire et je vous donnais la reine et le royaume! Galehaut, je ne combattrai pas le roi si le roi ne me combat. Si la personne du roi vous est sacrée, où prenez-vous l'audace d'aimer la reine? C'est à cause de la reine que le roi m'est sacré. Ah, folie qui se donne les apparences de la raison. Lancelot, tu es fou, et je suis fou moi-même de t'aimer. Eh bien, soit, que la folie nous mène, et qu'elle souffle en tempête. Je vais trouver le roi.
Arthur, je suis venu. Sire, c'est bien à vous. Je vous avais promis une fête. Et voici que nous sommes en guerre. Vous arrivez à point. Nous allons donner l'assaut de cette forteresse. Soyez des nôtres. J'en suis. Mais sire, qui sont nos ennemis? Mes propres barons. Crime exécrable, laide, trahison. Quoi, ils se sont révoltés? Sire, une chose est arrivée dont on ne connaît point d'exemple. Je sais. Le bruit en est venu jusqu'aux îles. Mais Arthur, des deux reines, es-tu certain de savoir laquelle est la vraie? Si je le dis, je le sais. Et vous pouvez m'en croire. Nous avons des raisons de croire que la reine est à la Joyeuse Garde et la putain dans ton lit. Sire, c'est une offense. Vous m'en rendrez compte. Arthur, je ne bougerai pas d'ici que tu n'aies levé le siège. Et s'il arrivait que malgré tout, tu voulus donner l'assaut, sache que d'assiégeant, c'est toi qui te retrouveras assiégé. Quoi? Ainsi tourne le vent, Arthur. De stupeur, de colère et d'humiliation, le roi alla s'enfermer dans sa tente d'où il ne sortit pas de tout le jour. Il voyait bien qu'il lui fallait renoncer à la guerre. Et le lendemain, il fit savoir à ceux de la Joyeuse Garde qu'il demandait à parler. Quelque soin que prissent Morgane et la fausse reine de le dresser contre eux, lorsqu'il vit arriver Kay et Gauvin, son cœur se serra. En vérité, mes seigneurs, c'est une chose bien étrange que je doive m'adresser à ceux de ma propre maison comme à mes ennemis. Sachez que je ne vous hais pas, et qu'il est temps encore pour vous de regagner mon amitié. Mais vous avez pris les armes contre moi. Vous avez mis Galehaut dans votre manège. Vous avez attiré sur le sol du royaume une armée étrangère. C'en serait assez pour vous faire juger. Toutefois, afin d'éviter une guerre fratricide, je consens de vous pardonner. Je consens même à faire grâce à celle qui, par une ruse infernale, a tenté d'occuper le trône à la place de la reine. Si dans votre aveuglement, vous la défendez toujours, j'exige seulement qu'elle quitte immédiatement le royaume et jamais n'y remette les pieds. Mais Arthur, une telle paix serait pire que la guerre. Nous ne sommes pas ici pour te combattre, mais pour défendre l'honneur de la reine et partant, le tien. Chasse l'étrangère, rétablis la reine dans ses droits, et tu auras la paix, avec l'hommage des seigneurs de l'Ogre. Ah, chevalier obstiné, arrogant et parjure, je sais mieux que vous qui est la reine, et où est le choix. Arthur. Vous vous perdez. Et avec vous, vous perdez le royaume. N'attendez plus ni pardon, ni merci. Sire. Qui vient là? Sire, je parlerai. Qui es-tu? Je suis celui qui fit la paix avec Galehaut, au tournoi de Galore. Mon nom est Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Bénoïc. Ah, Lancelot. Voici peu de temps encore, il n'est rien que je n'eusse donné pour pouvoir te connaître. Mais aujourd'hui, de cette paix que tu dis, il ne reste qu'un serment trahi. Et toi-même, tu as rejoint le camp de mes ennemis. Sire, il est temps encore d'éviter une guerre fratricide. Je défendrai l'honneur de la reine contre quiconque voudra se mesurer à moi. Si le combat vous paraît inégal, je vous l'offre 1 contre 2. Ou même contre 3. Alors Méléagant, l'amant de Seigneur Morgane, Lancelot. s'avança à son tour. Vous êtes trop sûr de vous. L'honneur n'est pas où vous le dites, c'est moi qui défendrai la reine. Si le roi le permet. Arthur, je demande le combat. Vous l'aurez, Méléagant. Le combat fut décidé pour le lendemain. Dès l'aube, les deux camps s'avancèrent à la rencontre l'un de l'autre. D'un côté, le roi, avec les seigneurs de Gore et Morgane. De l'autre, ceux de la Joyeuse Garde, Galehaut et sa suite. Les deux reines aussi étaient là. Autant l'une à la droite d'Arthur paraissait assurée d'elle-même et déjà triomphante, autant l'autre était pâle
et avait de peine à cacher son angoisse. Tant de sentiments contraires se partageaient son cœur. Le combat fut dur. Les deux adversaires étaient vaillants et habiles. Et le roi avait prêté à Méléagant sa bonne épée, Excalibur, que seul jusqu'ici Monseigneur Gauvin avait eu le droit de porter. Lorsqu'elle vit qu'à la fin, Lancelot avait le dessus, Morgane, usant de magie, fit qu'à ses yeux, Méléagant devint invisible. Et certes, Lancelot aurait succombé s'il ne s'était souvenu de l'anneau de Viviane. Il le tourne. Aussitôt, il revoit Méléagant, et la fureur aidant, il l'abat au sol. À ce moment arrive une chose dont le roi se souvint toujours avec épouvante. La fausse reine reprend son vrai visage. Elle s'enfuit en hurlant. Sauvez Méléagant! Sauvez-le! Les chevaliers de Gorre se précipitent sur le lieu du combat, arrachent Méléagant des mains de Lancelot qui s'apprête à lui donner le coup de grâce et prennent la fuite de toute la force de leurs chevaux. Les hommes de Galahaut les reçoivent derrière les lignes d'Arthur et bien peu arrivent à s'échapper. Mais de Méléagant, de Morgane et de sa suivante, on n'eut point de nouvelles. Arthur est demeuré seul sur le champ. Soudain, les années pèsent sur lui. Il cherche la reine du regard. Déjà, elle s'en retourne vers la joyeuse garde. À ses pieds, dans l'herbe, il voit son épée, Excalibur, que Méléagant a laissé tomber. Il se baisse. Il la ramasse. Il la regarde. Ses larmes jaillissent. Vide le monde, vide son cœur, hormis de peine et de douleur. Sa raison s'égare. Sire. Hein? Sire. Qui est là? Sire, c'est Gauvin. Gauvin. Hein? Qui est Gauvin? Hein? Qui est Gauvin? Sire. Sire, c'est moi. Kay. Hein? Kay? Kay? Et où suis-je? Qui est là? Arthur. Arthur? Ah! La bête! Où est la bête? Oh, comme je suis fatigué. Comme je suis vieux. Vieux. Oh, mon Dieu. Les pierres, les nuages, là. Là, les nuages, regardez! Les nuages. Les chevaliers prennent le roi sous les bras. Ils le ramènent à sa tente. Ils le couchent. Il demeure inerte, les yeux fixés sur des choses qu'il est seul à voir. Regardez! Regardez! Ah! Sire, la reine va venir. La reine? Quelle reine? Cependant, au camp de Galahaut, la reine et Lancelot se sont retrouvés. De contenir plus longtemps leur amour, ils n'ont pas le désir. Ah, Lancelot. Sais-tu que j'avais juré de ne plus te voir? Moi de même. Mais maintenant, c'est trop tard. J'en serais mort. Lancelot, maintenant je ne te quitterai plus. Emmène-moi. Voici venir Kay et Gauvin. Messire, à vous tous, je dois la vie et l'honneur. Pour une dette si grande, les mots sont peu de choses.
C'est tout ce que je possède aujourd'hui. Dame, vous êtes sauve, c'est notre victoire à tous. Dame, le roi a mal pris le coup. Nous l'avons couché dans sa tente. Il ne nous connaît plus, nous craignons qu'il n'ait perdu la raison. Ne viendrez-vous pas le voir? Sire, le roi m'a trop gravement méfait. Ce n'est pas que je ne veuille pardonner, mais nous revoir maintenant nous ferait à tous deux plus de mal que de bien. J'irai aux îles lointaines où le roi Gallo m'invite, jusqu'à ce que le temps ait guéri la blessure. Dame, sans vous, le royaume est orphelin. Sire Kay, j'aimerais vous contenter, mais je ne le puis. Et quoi que pût dire Kay, elle ne céda point. Le jour même, Galehaut leva le camp, emmenant avec lui la reine, Monseigneur Lancelot et la dame de Mallehaut, qui était bien aise, elle aussi, d'avoir retrouvé son seigneur. Gauvin et Kay s'en revinrent le cœur lourd au chevet du roi. Laissez-moi. Le cheval. Sire. Mais sire. Arthur. À moi. La bête, là. Monsieur. Là. Le roi avait saisi son épée. Il donnait des coups dans l'air. La bête. La sueur lui coulait sur le visage. L'effroi se lisait dans son regard. Ce n'est rien. La reine. Où est la reine? Sire, elle se repose. Vous la verrez bientôt. Tâchez de dormir. Horreur. Tristement, les chevaliers ramenèrent le roi au palais. Tantôt il se taisait, en proie au plus profond abattement, tantôt il voyait revenir la bête. Et il fallut lui ôter son épée et l'attacher sur sa couche pour que dans son égarement, il ne blessât point lui-même ou ses compagnons. Je savais beaucoup de remèdes et je soignai le roi. Peu à peu, la raison lui revint, mais sa peine ne le quitta point. Lorsque vint le printemps, le roi parut guéri, la maladie gagna le royaume. L'hiver avait été rude, l'été fut pire. Les arbres ne donnèrent pas leurs fruits, les champs leurs moissons, les bêtes mouraient dans les prés. Mais bientôt un malheur pire vint s'ajouter aux autres. Les gens qui partaient travailler aux champs ne revenaient pas. Sire Arthur, c'est l'œuvre du démon. Nous avons parcouru le royaume en tous sens et nous n'avons rien trouvé. Tantôt c'est un enfant qui disparaît, tantôt une femme, tantôt un homme en pleine vigueur. Et quand nous sommes là, rien ne se passe. Dès que nous avons le dos tourné, les enlèvements recommencent. Et jamais aucune trace, aucun indice. Gauvin, croyez-moi, il y a de la magie là-dessous. Je ne serais pas étonné si c'était encore une vengeance de Morgane. Que vous lui donnez trop de pouvoir. Sire, une délégation des habitants demande à être reçue par votre majesté. Qu'ils entrent. Alors entrèrent une vingtaine d'habitants de Camahalotte. Ils étaient pâles, fiévreux, leurs habits déchirés, les femmes toutes voilées de noir, et quand ils furent dans la salle, tous se mirent à genoux. Levez-vous. Parlez. Arthur, nous venons très humblement, au nom de tout ton peuple, te faire une demande. Je t'écoute. Arthur, je te supplie de nous écouter patiemment et sans colère. Tu connais les malheurs qui nous accablent. Nous pensons, et tous pensent comme nous, que ces malheurs n'ont qu'une seule et même cause, qui est l'absence de la reine. Tu es la force, et elle est la vie. Sans elle, la terre est maudite, le ciel est en courroux et le royaume sans défense. Nous t'adjurons de la faire guérir là où elle est. Si elle n'a pas pitié de toi, qu'elle ait pitié de nous, qui ne l'avons pas offensée. Qu'elle revienne, et nous serons guéris. Qu'elle revienne. Messire, vous n'avez pas à craindre ma colère.
Vous avez dit ce que mon cœur pense en secret. Il m'est difficile d'accéder à votre requête car, vous le savez, la reine est libre de revenir s'il lui plaît. Toutefois, en votre nom, je lui enverrai une ambassade. Vous irez aussi. Et vous lui direz ce que vous m'avez dit. Merci. Allez, allez maintenant, allez. Plus d'un an s'était écoulé depuis que la reine avait quitté la douloureuse garde, lorsque l'ambassade d'Arthur arriva aux îles lointaines. Et il y avait là Kay, Gauvin et ses frères, l'évêque de Camalot, les notables du royaume et l'homme du peuple qui avait parlé à Arthur. Lorsque la reine parut, tous se prosternèrent, baisant la terre devant eux. Et ce fut le même homme qui fit à la reine le récit des malheurs du royaume et lui présenta la supplique des gens de l'ogre. Tandis qu'il faisait son discours, tous demeurèrent à genoux. Lorsqu'il eut fini, la reine garda un moment le silence et longuement les regarda. Messire, relevez-vous. Dame, nous ne nous lèverons point que nous n'ayons votre réponse. Messire, j'ai compassion de vos grandes douleurs, mais je ne gouverne pas les mouvements du ciel. Et je ne commande pas aux ennemis du royaume. Ici, je demeure. Je ne quitterai pas les îles. Dites au roi qui me demande que je ne reviendrai pas. La reine s'en va. Ils s'entre-regardent, ne sachant que dire, retenant leurs larmes. Mais bon Seigneur, la reine a parlé. Tout est dit. Le temps de reprendre des forces et de faire réparer vos navires, il vous faudra repartir. Ni Lancelot ni la reine ne parurent au dîner. Les chevaliers pressèrent Galeot de parler à la reine en leur faveur. L'évêque le supplia de lui obtenir une audience afin de lui représenter ses devoirs d'épouse et de reine. Mais Galeot fit celui qui n'entend pas. La nuit, le vent se leva. C'était la fin de l'été, le temps des premières tempêtes d'automne. Le bruit éveilla la reine. Elle repensa à ce qu'on lui avait dit, à la misère du royaume, aux larmes de ses sujets, au grand amour qu'ils avaient pour elle. Et la flèche de la pitié, plus aiguë et plus dure que l'acier, lui perça le cœur, en sorte que jusqu'au matin, elle ne put trouver le repos. Lancelot le vit, et il comprit. Il sut que la fin du bonheur était venue. Aussi n'est-il pas besoin de décrire ce que fut la peine des adieux, la joie des chevaliers de l'ogre et la colère de Galeot. Déjà la reine voit s'éloigner le rivage des îles lointaines. Lancelot de la falaise voit le navire disparaître et tous deux comprennent leur douleur. La reine et les chevaliers arrivèrent sans encombre en Bretagne bleue. Ils débarquèrent aux marches de Galore, où pour la première fois elle avait aimé Lancelot. Lorsqu'ils surent que la reine était là, tous les habitants de Galore vinrent à sa rencontre, et tous, riant et pleurant, s'agenouillaient sur son passage, se disputant qui pourrait toucher le pan de sa robe ou baiser la trace de ses pas.